Merci beaucoup pour cette introduction et pour cette opportunité de vous parler des leucopathies toxiques. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation, mais j'ai un conflit interne dont je dois vous faire part. Je vous ai menti avec ce type de présentation car je ne vais pas uniquement parler des leucopathies et je ne vais pas uniquement parler des toxiques non médicamenteux. Si certains d'entre vous veulent se lever et partir en protestant, vous pouvez, je ne vous en voudrais pas. Pour ceux qui restent, on va donc discuter des leucopathies et autres présentations radiologiques des toxiques. Je viens de perdre un galon, tout à fait. Pourquoi parler des leucopathies toxiques? En fait, dans les congrès, dans les différentes présentations ou dans les formations, on parle tout le temps des leucopathies inflammatoires ou des maladies inflammatoires au sens large. De temps en temps, quand on a le temps, on parle des maladies infectieuses, très rarement des pathologies génétiques. Et quand on arrive au moment des pathologies toxiques et des imageries des pathologies toxiques, globalement, soit tout le monde est en train de s'endormir, soit le modérateur nous dit qu'il nous reste 2 minutes et qu'il faut accélérer, donc on passe les diapos. Donc cette fois-ci, on va commencer par la fin et on va discuter plutôt des leucopathies toxiques. Comme préambule, évidemment, le diagnostic ne se pose pas uniquement sur la radiologie. Je vais faire un focus pendant cette présentation sur les imageries, mais bien sûr, il faut intégrer la clinique, la biologie, l'anamnèse. Mais c'est à titre de présentation et à titre pédagogique qu'on va se concentrer sur l'imagerie aujourd'hui. Le raisonnement, il est également plus large que les leucopathies. C'est pour ça que je vais intégrer dans ma présentation certaines caractéristiques qui ne sont pas, et certaines présentations radiologiques qui ne sont pas des leucopathies au sens propre. Les deux questions à se poser principalement face à ce type d'image sont quelle est l'atteinte prédominante et quelle est la topographie. L'atteinte prédominante, donc on va principalement se concentrer sur les atteintes de la substance blanche, mais nous allons également discuter des atteintes corticales, des ganglions de la base ou du cervelet. Commençons donc par les leucopathies, les atteintes avec des leucopathies prédominantes. Je pourrais vous faire une liste à la Prévert, parce que comme vous vous en doutez, il y a des listes très nombreuses de toxiques et de pathologies de la substance blanche. Ce qu'on va faire, c'est essayer de les grouper dans des patterns, et vous verrez que ces patterns sont quand même reliés à certaines caractéristiques physico-chimiques ou alors certaines propriétés physiopathologiques des différents toxiques. Le premier pattern qui est très intéressant en toxicologie, c'est celui de la leucopathie avec une atteinte calloso-dentelée. Donc, l'association d'une leucopathie non spécifique, même si elle peut avoir une prédominance postérieure dans certaines circonstances, associée à des hypersignaux T2 flair du corps calleux et du noyau dentelé. En fait, le noyau dentelé, vous le voyez dans énormément de pathologies, notamment métaboliques, car il a des caractéristiques très particulières, c'est qu'il est extrêmement sensible au stress oxydatif. Votre noyau dentelé, de manière physiologique chez tout individu, a une relativement faible activité en complexe 1 de la NADH déshydrogénase, et donc une sensibilité très importante à ce stress oxydatif, et c'est pour ça que ce noyau dentelé est particulièrement impliqué dans certaines pathologies, notamment les cytopathies mitochondriales. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme toxiques qui sont des agents oxydants et qui mettent en jeu cette activité enzymatique du complexe 1? Celui que vous avez dans un contexte hospitalier, le principal, c'est bien évidemment le métronidazole. Le métronidazole, il est relativement peu toxique chez l'homme, en conditions habituelles, car son activation et la production des dérivés réactifs de l'oxygène se fait principalement par les métabolismes bactériens. Cependant, chez certaines personnes qui ont des caractéristiques particulières ou alors à forte dose, on peut avoir un rôle oxydant du métronidazole. Le deuxième toxique, c'est le méthotrexate, principalement le méthotrexate intratécal ou à forte dose intraveineuse. Mais ces agents oxydants, vous ne les retrouvez pas uniquement à l'hôpital, vous les avez également dans deux autres contextes. Le premier, c'est un contexte industriel, avec le iodure de méthyle et les nitrobenzènes, et le deuxième, c'est les engrais qui sont utilisés dans le contexte de l'agriculture. Vous allez voir que les patterns de ces agents oxydants sont relativement similaires. Ici, je vous ai mis des images d'intoxication au métronidazole, au nitrobenzène, au bromure de méthyle et au iodure de méthyle. Et vous voyez cette association d'hypersignaux T2 flair des noyaux dentelés et du corps calleux, avec potentiellement des restrictions de diffusion qui sont plus ou moins variables selon les patients, donc des patterns relativement similaires. La seule exception globalement aux agents oxydants, c'est le méthotrexate, qui lui peut avoir des présentations beaucoup plus variables, avec notamment des atteintes unilatérales qui sont moins fréquemment retrouvées dans les atteintes métaboliques ou toxiques, qu'on dit souvent, ou la plupart du temps, qu'on dit bilatéral. Donc ça, c'est le premier pattern que je veux que vous reteniez, c'est le pattern calloso-dentelé. Le deuxième, qui est un petit peu différent comme pattern, c'est également la présence d'une leucopathie non spécifique, mais qui cette fois-ci est associée à un hypersignal des voies pyramidales, en T2 et en flair, et encore une fois du noyau dentelé, mais cette fois-ci pour une raison un petit peu différente. Le noyau dentelé, il a des particularités au niveau de sa composition lipidique. Quand on vous parle de lipidome et de cerveau, souvent on se dit, en fait, la question elle est relativement simple. Plus il y a de myéline, plus il y a de cholestérol. Et voilà, ça dépend juste du contenu en myéline. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Ici, je vous ai mis deux représentations. La représentation en bleu qui représente en effet la distribution du cholestérol au niveau du système nerveux central qui globalement dépend de la myéline. Mais vous voyez que les dépôts d'acides gras à très longue chaîne sont principalement
au niveau du noyau dentelé dans le contexte physiologique, on n'est pas dans un contexte pathologique. Ça tombe bien quand on regarde la solubilité d'une grande classe de toxiques qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques. La solubilité de ces hydrocarbures aromatiques est très différente selon le type de lipide dans lequel vous essayez de les dissoudre. Cette dissolubilité est bien plus importante dans les acides gras à très longue chaîne que dans les acides gras à courte chaîne ou que dans le cholestérol. Ces hydrocarbures aromatiques sont une famille qui est extrêmement large. Celle qui est fréquemment impliquée dans les intoxications, c'est le toluène. C'est tous les solvants que vous pouvez utiliser pour la peinture, pour des choses comme ça, donc utilisés dans la vie de tous les jours chez des patients qui vont les inhaler de manière habituelle, donc des contextes professionnels, par exemple de travail du bâtiment. L'autre, c'est encore une fois un contexte industriel où vous avez énormément d'hydrocarbures aromatiques. Le troisième contexte qui est un petit peu différent, ce sont des patients qui, cette fois-ci, sont plutôt dans le domaine de l'addiction et sont les gens qui vont consommer de l'héroïne par voie inhalée. Vous avez peut-être vu dans des articles le terme de chasing the dragon, donc d'aller chercher, de chercher le dragon. En fait, d'où il vient ce nom de dragon, c'est qu'en fait, historiquement, on dit que la fumée de l'opium qu'on fumait formait une queue de dragon, et donc il y avait toute cette mythologie qui était associée. En fait, on s'est rendu compte que c'est probablement pas l'héroïne par voie inhalée qui donne ces complications cérébrales, mais plutôt des produits de pyrolyse, et notamment des hydrocarbures aromatiques, qui vont provoquer ces complications plus que l'héroïne en elle-même. Là, je vous ai mis des présentations radiologiques, donc de pyrolyse de l'héroïne et des autres composés qui sont associés, et des intoxications par toluène et les autres solvants aromatiques, où vous voyez ces associations, du coup, de leucopathie qui peuvent prédominer en postérieur, l'atteinte des noyaux dentelés, même si elle peut être plus large que les noyaux dentelés, et des voies pyramidales. Là, c'est principalement dans les intoxications aiguës. Bien sûr, vous avez des intoxications chroniques. Là, je vous ai mis une exposition chronique au toluène, avec cette fois-ci beaucoup plus un tableau d'atrophie corticale globale. Donc ça, c'était le deuxième tableau que je voulais que vous reteniez, donc atteinte des voies pyramidales et des noyaux dentelés. Une qu'on va passer très rapidement parce que c'est surtout des toxiques médicamenteux et on m'a dit de ne pas trop parler des toxiques médicamenteux, c'est l'atteinte à la fois du corps calleux, du noyau dentelé, du corps calleux et des pédoncules cérébelleux, cette fois-ci, et non pas du noyau dentelé. Et ça, c'est surtout des toxiques médicamenteux avec le 5-FU et son précurseur, la capecitabine, où là, vous pouvez avoir typiquement ce type d'atteinte avec également des restrictions de diffusion, donc à la fois au niveau du pédoncule cérébelleux et du corps calleux, et des atteintes beaucoup plus larges. Vous pouvez avoir des atteintes insulaires et des atteintes cérébelleuses plus étendues. Mais voilà, plutôt un contexte médicamenteux du 5-FU et de la capecitabine qui globalement est la même chose. Donc les principaux patterns spécifiques dans les leucopathies pures sont celles-là, celles des agents oxydants, celles des hydrocarbures aromatiques et celles des fluoropyrimidines, mais vous avez bien évidemment des leucopathies non spécifiques. La première à laquelle on pense, c'est évidemment les syndromes d'encéphalopathie postérieure réversible, avec la cause principale qu'on voit habituellement, ce sont les médicaments. Donc là, je vous ai mis un article qu'on a fait récemment sur les médicaments qui sont associés au développement d'encéphalopathie postérieure réversible, donc une petite publicité si vous voulez aller regarder cet article. Mais vous avez aussi des toxiques non médicamenteux qui sont impliqués. Le venin de scorpion, le venin de vipère, des organophosphorés. De nombreuses drogues de synthèse ont été rapportées à des cas de presse, notamment les amphétamines, la cocaïne et la MDMA, donc plutôt des stimulants. Et ensuite, des intoxications un peu plus rares que sont le plomb et l'arsenic. Les autres types de présentations non spécifiques sont les CLOX ou Restless, ou MERS, ça dépendait comment, je ne sais pas comment vous appelez ce type de pathologie, donc les lésions cytotoxiques du corps calleux. Là, l'épidémie, si on peut dire ça actuellement, sont les produits de thermogénèse à visée de perte de poids qui sont responsables d'un certain nombre de lésions cytotoxiques du corps calleux. Donc là, on a parlé globalement des patterns où vraiment la leucopathie était prédominante, mais comme je vous ai dit, j'ai décidé de changer un petit peu le sujet et de dépasser un petit peu ce côté-là. On va parler également des pathologies qui prédominent au niveau des noyaux gris. Le premier pattern qui est très intéressant, c'est le pattern lenticulaire bilatéral qu'on retrouve dans un contexte qui est celui des différentes encéphalopathies osmotiques. Donc les encéphalopathies osmotiques, vous les connaissez, je pense, principalement pour l'encéphalopathie urémique ou la myénolyse centropontine, avec des mécanismes physiopathologiques relativement similaires. Mais pour les organophosphorés, vous avez le même tableau de présentation, parce que vous avez un syndrome cholinergique massif avec une déshydratation très rapide qui va se produire dans le cadre des intoxications aux organophosphorés et de leur syndrome cholinergique. Et les alcools toxiques, donc méthanol et éthylène-glycol, qui peuvent avoir des modes de présentation similaires sur le plan radiologique, avec un aspect même très œdémateux de ces noyaux lenticulaires. La spécificité peut-être des alcools toxiques, c'est vous voyez sur l'image représentant les alcools toxiques, vous avez souvent des hypersignaux sous-corticaux frontaux bilatéraux que vous avez dans les contextes d'intoxication à au méthanol et à l'éthylène-glycol. Pour la myénolyse extrapontine, évidemment, vous pouvez avoir des signes de myénolyse centropontine associés. L'autre pattern qui me paraît très intéressant, c'est le pattern bipalidal en T1, qui peut être associé à une atteinte dentelée, donc on peut aussi appeler palido-dentelé.
Ça, les toxiques qui sont responsables de ça, ce sont l'ensemble des cations métalliques paramagnétiques. Donc vous avez le manganèse et le gadolinium qu'on connaît le mieux la plupart du temps dans la pratique clinique, ou le chrome et le cobalt. Les modes de présentation radiologique sont relativement similaires. Ici, vous voyez les hypersignaux T1 à la fois palido et dentelés pour le manganèse, les dépôts de gadolinium et les dépôts de chrome-cobalt. En fait, l'ensemble de ces cations métalliques paramagnétiques ont des propriétés physico-chimiques similaires, et notamment la présence d'électrons libres dans leurs orbitales externes, que je vous ai mis juste ici. Le manganèse, les contextes, c'est principalement évidemment les chaînes portosystémiques, mais également on peut retrouver chez les patients qui ont des nutritions parentérales au long terme, chez certains types de patients avec des consommations excessives de noix de pécan ou de clous de girofle, ou alors beaucoup plus rarement dans le cadre d'intoxication industrielle. Le gadolinium, on le connaît un petit peu mieux, il dépend principalement du type de gadolinium que vous utilisez et de la marque. C'est beaucoup moins fréquent actuellement avec les nouveaux composés. Le chrome-cobalt, beaucoup plus rare, c'est principalement ce qui est décrit dans la littérature, c'est des contextes de fractures périprothétiques, notamment de prothèses de hanche ou d'usure de prothèses de hanche, qui amènent à des accumulations progressives de chrome-cobalt au niveau de l'IRM cérébral. Donc là, on était en T1, mais l'autre pattern intéressant, c'est celui des dépôts bipalidaux, enfin des hypersignaux bipalidaux en T2, cette fois-ci. La caractéristique importante dont il faut qu'on discute des noyaux palidaux sont celles de leur perfusion. Quand on compare toutes les zones de substances grises du cerveau, ce sont les zones qui sont les moins bien perfusées. Elles sont extrêmement sensibles à un type de toxique que sont les bloqueurs de la phosphorylation oxydative. Donc dans les intoxications au monoxyde de carbone, les intoxications au cyanure, ou alors dans un contexte très particulier que sont le contexte néonatal avec les hyperbilirubinémies, pas chez l'adulte, mais vraiment dans le contexte néonatal, vous avez soit un blocage, soit une inhibition, soit un découplage de la phosphorylation oxydative, et vous avez des patterns relativement similaires, avec ici l'intoxication au monoxyde de carbone, au cyanure et à la bilirubine, mais je précise, ça c'est dans le contexte néonatal, vous n'aurez pas ce type de présentation chez l'adulte. Évidemment, c'est variable selon la gravité. Là, ce sont des cas relativement peu sévères, mais évidemment, si l'atteinte est plus sévère, vous aurez des lésions qui seront beaucoup plus extensives, voire avec des lésions qui peuvent ressembler à des encéphalopathies anoxo-ischémiques, avec notamment ici, vous pouvez voir l'hypersignal du cortex moteur primaire. Donc là, on a vu les noyaux gris centraux. On va aussi discuter rapidement des leucopathies à prédominance corticale. Là, il y a 3 patterns principaux. Il y a celui des atteintes des réseaux de Science, l'atteinte corticale pure et l'atteinte cortico-sous-corticale. Le réseau de Science, c'est très intéressant parce que c'est assez évocateur en fait des encéphalopathies hyperammonémiques aiguës, avec les atteintes à la fois singulaires antérieures et à la fois de l'insula. Quelle est la physiopathologie? Elle est encore discutée actuellement. Certains auteurs, notamment Albert et al., discutent principalement cette théorie qui est la théorie du cheval de Troie. Cette théorie du cheval de Troie, elle dit que dans des zones qui ont un fort métabolisme et une forte activité glutamatergique, notamment le cortex insulaire et le cortex singulaire antérieur, la glutamine synthétase va associer l'ammonium et le glutamate pour former de la glutamine qui ensuite va rentrer dans la mitochondrie et de nouveau se séparer et reproduire globalement de l'ammonium au niveau mitochondrial qui va être toxique à ce moment-là. Donc en fait, dans cette allégorie, la glutamine est le cheval de Troie qui transporte l'ammonium et qui explique cette toxicité spécifique ou en tout cas prédominante au niveau de ces 2 localisations. Les hyperammoniémies, les causes principales sont bien évidemment des causes médicamenteuses. Et là, je me permets un deuxième coup de pub, donc avec cet article qu'on a réalisé également pour décrire l'ensemble des médicaments responsables des hyperammoniémies iatrogènes. Les autres atteintes à prédominance corticale, souvent dans la littérature, quand on lit des articles ou des livres, on sépare l'hypoglycémie qui serait plutôt corticale pure et l'atteinte anoxo-ischémique qui serait cortico-sous-corticale. En fait, il y a quand même de nombreux contre-exemples dans la littérature. Là, je vous ai mis par exemple une hypoglycémie avec une atteinte sous-corticale. Je pense qu'il ne faut pas forcément retenir cette séparation de manière aussi catégorique. Pour conclure rapidement, donc, nous avons bien vu que la présentation radiologique des intoxications est extrêmement variée, que le type de localisation est principalement dépendant soit des caractéristiques physico-chimiques quand on est plutôt dans certains toxiques, soit des mécanismes d'action des toxiques. Et évidemment, vous avez plus d'intoxication et plus de présentations radiologiques que ce que je n'ai eu le temps de vous présenter aujourd'hui. J'ai exclu d'autres leucopathies qu'on peut dire d'origine toxique, notamment les leucopathies post-radiques. Les complications vasculaires ou ischémiques des toxiques, notamment des stimulants dont je ne vous parle pas dans le cadre de cette présentation, et certaines leucopathies d'imputabilité difficile, notamment des leucopathies qui ressemblent à des leucopathies vasculaires que vous pouvez avoir notamment chez les travailleurs de l'étain ou dans d'autres contextes. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais je voulais vous présenter ces patterns classiques parce qu'ils peuvent être facilement retenus et qui sont en lien avec les propriétés physico-chimiques et métaboliques.
Merci beaucoup pour votre attention et je suis ouvert aux questions. Merci beaucoup, Alexander. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, en attendant que les questions se déclenchent, je voulais savoir où est-ce qu'on peut trouver une sorte de fiche comme ça qui nous donne les points clés de ta présentation. Alors, la meilleure fiche que j'ai trouvée, c'est un livre que je peux vous partager, que je pourrais vous partager dans le chat. Le problème, c'est que j'ai quand même trouvé de nombreuses erreurs, notamment dans la classification. Je n'ai trouvé aucune avec laquelle je suis d'accord, parce que je trouve qu'il y a de nombreuses erreurs dans les livres existants, et notamment en fait des classifications qui ont été faites il y a longtemps, et avec en fait de nombreux contre-exemples qui ont été faits. La problématique aussi des classifications actuelles, c'est que je trouve qu'il y en a beaucoup qui n'associent pas selon les mécanismes physiopathologiques. Et donc, pour ce type de classification que je vous ai fait aujourd'hui, ça, vous ne la trouverez pas dans les livres, notamment la classification en agents oxydants ou la focalisation sur les hydrocarbures aromatiques. Donc la réponse, c'est que c'est difficile et il n'y en a pas de vraie liste actuelle. Donc, on aura comme recours ta présentation en faisant le replay des JNLF. Parfait. Ou ton prochain livre. N'oubliez pas, vous pouvez aussi poser des questions sur l'application JNLF, le chat, si vous n'osez pas prendre la parole. Alors, bravo pour votre présentation. Juste un petit détail, ces images ne sont pas forcément immédiates après l'intoxication. Pour avoir touché une partie de votre sujet, il fallait attendre parfois quelques jours, quelques semaines. C'est ça ? Tout à fait, vous avez complètement raison. L'autre remarque qu'on peut faire, c'est que certaines intoxications chroniques à ces mêmes toxiques donnent des tableaux complètement différents que ce que je vous ai présenté là, avec soit des imputabilités plus difficiles parce que vous pouvez avoir des leucopathies non spécifiques discrètes qui peuvent ressembler à des leucopathies vasculaires, soit plutôt chez certains travailleurs des tableaux d'atrophie corticale globale dont pareil l'imputabilité est plus difficile. Donc c'est un certain type de présentations radiologiques qui sont plus marquantes et dans lequel la radiologie apporte des arguments diagnostiques que je vous ai montrés là, mais dans certains cas, l'imagerie diagnostique ne va pas vous apporter de réponse particulière. C'est pour ça que le préambule était très important et de surtout pas se baser que sur les images pour porter le diagnostic, mais il faut vraiment prendre en compte le contexte clinique du patient, la biologie, l'anamnèse, et que vraiment, c'est pas du tout à sortir de ce contexte, ce type d'imagerie. Il nous a donc présenté des cas assez caractéristiques. Il y a certainement énormément de patients leucopathes qu'on a classés vasculaires une fois qu'on a éliminé le cas d'asile. Tu peux, est-ce qu'il y a des formes plus torpides? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire comme dosage? Est-ce que tu aurais un listing de dosage de tissu, de sang à faire pour rechercher ces toxiques? Tout à fait. Le dosage principal dont on peut discuter quand on est plutôt sur des expositions à moyen terme, par exemple dans les quelques mois ou quelques années pour lesquels les prélèvements sanguins ou urinaires ne sont pas forcément disponibles, notamment pour les toxiques de synthèse, les différentes drogues festives, les choses comme ça, peuvent être les prélèvements capillaires qui peuvent apporter un diagnostic relativement important. Pour les expositions professionnelles, ça sera quelque chose de plus difficile. En effet, vous avez des formes torpides. Je vous ai parlé des travailleurs de l'étain, mais il y en a d'autres. Et à ce moment-là, c'est extrêmement difficile de poser le diagnostic parce que sur un groupe de patients qui seront exposés de manière chronique à des faibles doses d'étain, par exemple, certains vont développer une leucopathie et d'autres non. Mais pour la plupart, ce sont des patients qui auront travaillé pendant de nombreuses années, qui auront des facteurs de risque vasculaire également. Donc à ce moment-là, l'imputabilité est extrêmement difficile. L'autre aparté, je me permets de rajouter, là je vous ai surtout parlé des toxiques non médicamenteux. Il y a quelques intoxications médicamenteuses dont je ne vous ai pas parlé, et un toxique que j'ai laissé exprès en dehors de ma présentation parce qu'il vous sera présenté un peu plus tard. Juste une question pour remercier celui qui l'a posée. Comment peux-tu reconnaître la leucopathie liée à la prise du métronidazole ? Elle est extrêmement, le métronidazole, sa leucopathie, il donne une atteinte également des noyaux dentelés et on peut avoir également une atteinte des voies pyramidales qui peut être associée. En effet, vous avez le métronidazole. Si vous voulez, je vous ai mis une autre petite image que je vous ai mis juste là, si vous la voyez, avec d'autres toxiques qui donnent également des atteintes thalamiques que je vous ai mis juste là. Je ne pouvais pas faire de manière exhaustive l'ensemble des médicaments. Je m'étais principalement mis sur les toxiques non médicamenteux. Mais en effet, le métronidazole peut souvent donner des atteintes qui, elles, sont, à la différence du méthotrexate, plutôt des atteintes qui sont bilatérales et symétriques.
Merci Alexander. Merci beaucoup.